Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va être un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va parler des 24 heures du Mans classiques. On va également faire une rétrospective de quelques modèles qui étaient présents cette année sur cette édition. L'édition de 2023 s'est déroulée du 29 juin au 2 juillet donc de 2023. Le Mans classique, c'est une exposition, c'est une sorte de parade avec différentes courses de voitures qui ont elles participé aux 24 heures du Mans précédemment. Donc cette année était donc la 100e année d'existence de la course des 24 heures du Mans, donc 1923-2023. Il n'y a pas eu tout à fait 100 éditions pour diverses raisons dans l'histoire. Mais aujourd'hui, donc on va parler de cette épreuve. Mais avant toute chose, on va commencer par dire ce que c'est les 24 heures du Mans et vous faire un petit retour historique. Les origines donc des 24 heures du Mans démarrent pour la première fois en 1906 lorsque l'Automobile Club de France, donc c'est une association automobile, demande la création d'un Grand Prix, et c'est la région Sarthe qui remporte ce projet de création de Grand Prix en 1906. C'est d'ailleurs Renault qui remporta ce premier Grand Prix avec un pilote hongrois à son volant qui s'appelle Ferenczi. Ce Grand Prix a donc eu pour la même occasion de créer l'Automobile Club de l'Ouest, qui a permis de réunir différentes personnes, puisque c'est également une association, et cette association donc a mis plusieurs années à mûrir l'idée de ce Grand Prix de 24 heures qui s'est donc transformé en course. Au départ, il faut savoir que les 24 heures a été prévu sur une base de 8 heures, et puis finalement a été décidé finalement de partir sur une course de 24 heures. Et cette course a été l'œuvre de trois Français, Georges Durand, Marcel Cany et Charles Farou, qui lui était le patron du journal L'Auto. Donc c'était un journal qui évidemment parlait d'automobile, et donc ces personnes se sont rencontrées lors du salon de Paris, salon automobile de Paris en 1922, ont discuté, ont mis en place cette épreuve en quelques mois. Ils ont décidé de faire cette épreuve sur cette période de fin mai début juin. Au départ c'était plutôt fin mai, puis petit à petit ça s'est décalé sur début juin voire mi-juin pour des raisons techniques, puisque c'était les jours les plus longs de l'année, donc avec les nuits les plus courtes. Et l'idée en fait c'était de faire une course de 24 heures pour évoquer la fiabilité des voitures et tout de suite donner de la qualité et de la fiabilité aux voitures sur des courses d'endurance, donc avec beaucoup de difficultés, puisque évidemment il faut non seulement avoir une voiture qui tient dans le temps de la course, donc 24 heures, et en plus de ça y aller le plus vite possible, parcourir le plus de kilomètres possible. La première épreuve a donc eu lieu le samedi 26 mai 2023. 33 voitures donc se sont élancées sur un tracé de 17 km, et aujourd'hui le tracé est un petit peu différent, il fait 13 km 626, et c'est une marque française pilotée par deux pilotes français qui ont remporté la première épreuve. Cette épreuve fut gagnée par la marque Chenard et Walker, et elle a été pilotée par André Lagache et René Léonard, et ces personnes donc ont réussi à faire 2209 km sur les 24 heures. Actuellement sur la vidéo vous pouvez voir, nous sommes au sortir du virage Porsche. Donc c'est juste avant la ligne droite des stands, avec le départ et donc l'arrivée du Grand Prix. Et là ce qu'on voit en vidéo, donc ce sont les mécaniciens et les ingénieurs qui vont se préparer pour assister les voitures qui sont en piste, puisque les voitures sont par catégorie, et là c'est la catégorie des groupes C que l'on va visualiser dans quelques instants à la sortie de ce virage Porsche.
La catégorie qu'on a actuellement sous les yeux, donc c'est la catégorie des groupes C Racing. Ce sont les voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans entre 1982 et 1993. Moi, c'est un peu ma catégorie chouchou. Là-dessus, on va trouver donc les Peugeot 905 par exemple, on va trouver les Mercedes C9, les Porsche 962, la Jaguar XJR 14. Sans oublier la mythique Mazda 787B, donc ce sont des prototypes de constructeurs de très très haut niveau. Et on profite de la sortie de piste d'une Rondo pour parler d'une voiture mythique qui est la Peugeot 905. La Peugeot 905 est donc la troisième voiture lancée par Peugeot Talbot Sport, donc PTS pour ses initiales. C'est la troisième voiture après les Peugeot 205 et les Peugeot 405 qui ont participé au championnat du monde des rallyes et aux rallye raid tels que le Paris-Dakar. La Peugeot 905 donc ici est une voiture qui était donc prévue pour le championnat du monde des sports prototypes dont les 24 heures du Mans font partie. Et donc cette Peugeot 905 était munie d'un moteur V10 de 3,5 litres qui était un moteur dérivé de ce qu'on faisait à l'époque en Formule 1. C'était un moteur atmosphérique. Il faut savoir que les 24 heures du Mans en 93 ont un petit peu changé de catégorie. Ils sont restés sur des moteurs atmosphériques de 3,5 litres. Ce qui fait que beaucoup de constructeurs ont commencé à se retirer de la compétition au début des années 90, ça a été progressif. Mercedes est parti, Jaguar est parti, le Mazda également, restait essentiellement pour les deux plus gros constructeurs, donc Peugeot et Toyota qui ont également lancé des véhicules très compétitifs. La 905 est donc apparue en 1990, en tout cas en base de projet, pour tourner sur le premier championnat du monde 91, avec donc cette première participation de Peugeot à ce moment-là. La 905 de 1991, la première série, avait une face avant totalement différente, une partie arrière qui était également différente. On avait un style qui ressemblait à une Peugeot, je dirais, civile. C'est une voiture qui globalement a rencontré pas mal d'échecs, essentiellement dus à sa fiabilité aléatoire. Divers problèmes ont émaillé cette voiture et les abandons, il n'y a eu que des abandons en 1991 pour cette voiture malheureusement aux 24 heures du Mans. En 1992 et en 1991 c'était victoire de Mazda avec son moteur rotatif et la 787B. On pourra y revenir peut-être sur une autre vidéo un jour. L'édition 1992 et la présentation donc de la 905 Evolution avec sa face avant qui correspond plus à une face avant de voiture de sport prototype et elle a également un aileron arrière qui est modifié. C'est sur ces parties là qu'on va essentiellement reconnaître ces deux voitures. L'aérodynamique est modifiée, la fiabilité est un peu plus grande. Il y a différentes victoires qui se manifestent durant l'année du championnat du monde 92, avec entre autres la victoire 92 pour la Peugeot 905 et la 3e place. Donc c'est un très bon résultat. Ils auraient pu faire mieux et avoir la 2e place, mais dans les dernières heures de course, la 905 a malheureusement perdu du temps pour des problèmes de fiabilité, des problèmes de conduite, et la Toyota a donc pris la 2e place. Et en 1993, dernière année de participation de la Peugeot 905, le triplé historique, première place, 2e place et 3e place pour les Peugeot 905. C'est exceptionnel, 3 voitures engagées, les 3 premières places. Donc cette voiture, c'est la 905 Evolution 1 bis. Ils ont voulu faire l'Evolution 2, mais le problème c'est comme la réglementation changeait, c'était trop coûteux et potentiellement on pouvait avoir des problèmes de fiabilité sur une Evolution 2. Donc ils sont partis sur l'Evolution 1 bis. Ils ont profité également du fait d'avoir peut-être un peu moins de concurrence à l'année 93 pour faire le triplé, mais ça reste malgré tout historique de faire une telle performance pour cette 905 Evolution 1. Donc ce pourquoi cette voiture est mythique, c'est parce qu'elle a gagné en 92, en 93 et elle a réussi un triplé historique.
Nous allons donc assister à la fin de cette épreuve du groupe C des 24 heures du Mans Classique 2023 avec l'arrivée des différents concurrents dans le paddock, avec en premier lieu donc l'une des nombreuses Porsche 962C. Celle-ci c'est la Kenwood. Les Porsche 962C étaient emmenés par des moteurs Porsche avec des 3 litres biturbo 6 cylindres. Donc c'est des voitures qui ont remporté de nombreuses fois les 24 heures du Mans dans les années 80, qui ont été dépassées par Jaguar en 88. Jaguar qu'on devra apercevoir, je pense, dans quelques instants. Ces Porsche 962 ont eu une carrière relativement longue pour du championnat du monde de sport prototype. Et donc différentes écuries privées ainsi que l'écurie officielle Porsche ont pu faire des courses d'endurance de ce modèle, et qui était très, très appréciée, puisque voiture plutôt très fiable, endurante évidemment, et donc qui offrait de nombreuses victoires. On attend les autres concurrents qui ne sauraient tarder à l'arrivée des paddocks. Donc elle se fait un petit peu désirer, peut-être qu'il y a un petit bouchon quelque part, mais on va voir la voiture. Ça y est, elle est là, la deuxième, donc 962 avec la sérigraphie Blowpunkt, le fabricant d'autoradio. On a vu furtivement la Jaguar XJ9R. Ensuite, on a retour encore du 962C. À chaque fois, elles ont des années différentes de production, ces 962. Ensuite, une Tiga, une rare Tiga V8 3.3. Il y a très peu d'exemplaires, 3 je crois, de mémoire. Donc, suite à ça, on a pu observer très rapidement, très furtivement, la Mercedes C11 de 90, conduite entre autres par Michael Schumacher, avant qu'il fasse une très grande carrière en Formule 1. On a vu une Lola, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, suite à cette Lola, on va retrouver, semble-t-il, la Jaguar, une des Jaguar 88, un XJR9, avec derrière encore une 962 de chez Porsche. Ensuite, nous avons la très belle Peugeot 905, suivie encore par de la Porsche et de la Porsche. Et ensuite, encore une Jaguar XJR9 de 88, et encore de la Porsche et de la Porsche. Puis une Spice qui nous fait le privilège d'être ici avec un V8 3,5 litres. Puis une Tiga GT 286. Tout ça, sont des constructeurs semi-privés qui utilisent des moteurs de grands constructeurs. La voiture Speedy, donc c'était une Argo animée par un V8 Ford, suivie par la Spice SE88C, encore de la Porsche 962, dont la très belle Rothmans. Derrière la 962 Rothmans, on a une autre 962. Les carrosseries sont très légèrement différentes en fonction du constructeur, si c'est privé ou si c'est Porsche, et également en fonction des années, les réglementations peuvent changer, les performances, etc. Donc parfois les carrosseries, surtout à l'arrière, peuvent être légèrement différentes. Ça c'est logique. Le petit bouchon s'est formé et se déforme avec l'arrivée de cette Écosse C285 animée par un V8 Cosworth. Voilà, donc écurie privée, petite écurie. Et pour terminer, on trouve une Aston Martin avec son béquet qui frotte le sol. C'est la MR1 V8 6 litres avec son moteur dérivé de la série.
tout à fait. J'ai deux amours dans le domaine automobile, Le Mans et les 356. Donc je les ai réunis dans la réalisation de cette voiture. Très bien, merci. C'est lourd en fait, mais malheureusement surjoue. Revenons quelques années en arrière avec le plateau numéro 2 qui va nous accompagner quelques instants. On va avoir quelques petites choses à dire. Le plateau numéro 2, c'est le plateau des véhicules des années 50. Ce plateau composé essentiellement de voitures anglaises, italiennes et américaines, avec dans le désordre le Jaguar XK 120, Fiat 8V, Maserati 250S, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les fameuses Mercedes SLR, on va y revenir dans quelques instants, mais également français avec par exemple la Renault 4 chevaux moto. Mais tout de suite, on va parler d'un modèle bien particulier, bien précis, c'est la Jaguar Type D. Pourquoi on va parler de cette voiture tout de suite? C'est parce que c'est la voiture, c'est une voiture déjà qui a été très performante à ce moment-là, puisqu'elle a remporté les 24 heures du Mans à 3 reprises, en 1955, en 1956 et en 1957. Donc déjà, c'est une très belle performance, mais à cela il faut ajouter le fait que c'est une voiture qui a malheureusement gagné sur l'année maudite, l'année 1955, qui a vu la mort de 79 personnes durant cette course, qui a eu 120 blessés, donc quasiment 200 personnes impactées. Cet accident a impacté une Austin Healey, une Mercedes SLR, comme je disais il y a quelques instants. Et donc malheureusement cette voiture, vous trouvez les vidéos éventuellement si vous voulez voir les images du drame sur YouTube en tapant accident des 24 heures 1955. Mais du coup donc cette Jaguar est pour moi associée aussi à cet accident, puisque finalement comme elle a remporté l'épreuve de cette année 55, évidemment elle est toujours associée à ça. Donc cette Jaguar c'était la Jaguar, le modèle d'avant la Jaguar Type E, la très célèbre. La Type D, c'était une voiture qu'on pouvait trouver sur route, hein. C'était une voiture, je dirais, client. Et là-dessus, donc, il y a eu un aménagement pour faire de la course automobile. Les voitures, en fonction des années, disposaient d'un 6 cylindres en ligne, entre 3,4 litres et 3,8 litres de cylindrée, 250-300 chevaux, donc une voiture quand même globalement assez puissante et performante, hein, pour les années 50, et on la remarque essentiellement en termes esthétiques, hein, avec cette espèce de petit béquet arrière ou cet aileron de requin qui est fixé au niveau derrière l'appui-tête, qui est rifté d'ailleurs, hein. C'est encore pratiquement artisanal, hein, les voitures à ce moment-là. Et donc ces voitures ont remporté 3 épreuves des 24 heures, 55, 56, 57. On essaiera peut-être un jour de faire quelque chose de plus long sur cette voiture pour l'évoquer. Vous venez d'assister au démarrage du plateau 3 avec le départ de la course, qui est le départ obligatoire depuis 1971. Le départ traditionnel des 24 heures du Mans, c'était à l'extérieur du véhicule, en face sur la ligne de départ, avec les véhicules en épi, et course à pied jusqu'au véhicule et ouverture-fermeture de porte, il fallait s'accrocher et partir. Ils ont abandonné ce système après avoir eu quelques accidents malheureusement, et depuis 1971 on est sur du départ lancé comme ici. Là on est sur le plateau 3. Le plateau 3, c'est le plateau fin années 50, milieu des années 60.
Et là, on commence à avoir des véhicules qui commencent à causer en termes de puissance et également qui commencent à être très très cotés en termes de valeur. On a entre autres Ferrari 250 GT, Alfa Romeo SZ. Donc on a ce genre de véhicules. On n'a pas encore les Ford GT40 qui seront, elles, sur le plateau 4, on a les Porsche 356, etc. Donc le plateau commence à être relevé avec pas mal de constructeurs. Suite au départ du plateau 3, revenons quelques instants sur le plateau numéro 2 avec une voiture que dans lequel je voulais parler, présenter en quelques mots. Il s'agit du Cadillac, de la Cadillac Le Monstre, voiture qui a été conçue par Cadillac, tout du moins en termes de châssis et moteur, mais qui a été préparée esthétiquement et préparation moteur par un richissime pilote héritier, Cunningham, un Américain. Cette personne, ce monsieur Cunningham, voulait avoir une voiture 100% américaine pour participer aux 24 heures du Mans, et donc il engagea 2 voitures en collaboration avec Cadillac, une Cadillac coupé Deville quasiment d'origine, hein. Il avait juste à ajouter 2 carburateurs et fait quelques modifications pour le freinage, et il modifia totalement une Cadillac Deville. Donc le châssis était en partie celui d'une Deville, le moteur était celui de la Deville. Par contre, c'était une voiture qui avait 5 carburateurs, 2 pour les bas régimes et 3 pour les hauts régimes. Et surtout, ce qui marquait la voiture, c'était cette fameuse carrosserie très originale. Les Français l'ont appelé le Monstre, donc c'est pour ça que c'est resté la Cadillac Le Monstre de Cunningham. Voilà, ça fait partie des voitures un peu particulières qui ont couru sur cette épreuve du Mans. C'est une voiture qui était malgré tout plus performante que la Cadillac Deville de base, enfin entre guillemets de base des 24 heures du Mans. Elle avait une meilleure vitesse de pointe et de meilleures performances, et surtout elle a fait parler d'elle, donc ce qui est aussi le but dans ce genre de confrontation et d'opération quand on n'a pas les moyens techniques de gagner l'épreuve. Le plateau numéro 3 vit l'occasion de courir en Ferrari 250 GT Bredvan. Ce véhicule a un esthétique très particulier, mais également une histoire très particulière, bien que cette version-ci ne gagne pas les 24 heures du Mans. Elle a toute sa place en histoire ici, puisque c'est un véhicule qui a une histoire particulière, une carrière particulière, donc on peut se permettre d'en parler un petit peu, d'autant plus qu'elle a participé évidemment au Mans Classique 2023, donc au niveau du plateau 3. Cette Ferrari 250 GT Bredvan, c'est une voiture qui a été créée de toutes pièces en partant sur la base d'une Ferrari 250 GT d'occasion. Cette voiture en fait a eu pour commencement d'histoire une embrouille entre Enzo Ferrari, donc le concepteur de la marque, et un comte italien qui s'appelle comte Volpi. Et le comte Volpi voulait des 250 GT, avait passé commande de 250 GT, mais ce comte s'est vu refuser la vente de ces voitures, puisque plusieurs ingénieurs et directeurs de chez Ferrari sont partis monter une association sportive, une marque qui fut ATS. Carlo Chitti, qui était donc le directeur technique de la Scuderia. On a eu Romolo Tavoni, qui était le directeur sportif, et Giotto Bizzarini, donc un ingénieur très très connu qui travaillait chez Ferrari. Et donc ces 3 personnes ont monté leur association et ont été financées donc par ce comte, et donc ce comte a vu sa commande annulée par Enzo Ferrari, et donc
en signe de protestation, il a acheté une 250 GT d'occasion et il l'a fait évoluer avec ses ingénieurs, évidemment moins nombreux que ceux de chez Ferrari officiels. Et après un certain nombre d'études aérodynamiques, ils ont pensé que cette carrosserie de petit utilitaire irait mieux en termes de performance que la traditionnelle carrosserie de la Ferrari 250 GT. Donc en termes de puissance moteur, ils ont réussi à avoir une puissance équivalente. Ils avaient visiblement une aérodynamique un petit peu meilleure. Par contre, ils étaient en retrait au niveau de la transmission et malheureusement également en retrait en termes de fiabilité. Cette voiture a subi malgré tout quelques abandons. Elle a eu également une carrière assez riche, puisqu'elle a participé aux 24 heures du Mans en 1962. Et elle a eu également droit à différentes participations sur différentes courses au travers le monde, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Le moteur, donc c'était toujours le V12 3 litres Colombo, équivalent à la Ferrari 250. Ils avaient modifié quelques petites choses. Ils avaient mis un carter sec et ils l'avaient reculé également sur le châssis, donc là c'était très légèrement différent. La voiture faisait également 300 chevaux, donc on avait des performances tout à fait honorables pour cette voiture. Malgré tout, la fiabilité était moins bonne, ce qui l'a empêché réellement de défier Ferrari officiel, mais a pu malgré tout faire illusion à un certain nombre de moments. Donc c'était pour moi l'occasion de parler de cette voiture qui n'est pas forcément très très connue et qui fait toujours le sel également de ces compétitions des 24 heures du Mans.
Dorénavant, on va parler donc du plateau 4, le plateau 4 qui regroupe les véhicules du milieu des années 60 jusqu'à début des années 70. Et donc en 66, l'année mythique des 24 heures du Mans, puisque les Américains en ont même fait un film, ça fait partie de la légende pour eux des 24 heures du Mans, c'est les 24 heures du Mans 66. Ils ont gagné les 24 heures du Mans face à Ferrari qui à ce moment-là dominait le championnat du monde des voitures, et donc avec leur Ford GT40 ils réalisent le triplé, première, deuxième, troisième place. Mais ça c'est de l'histoire très très connue, donc je vois pas trop l'intérêt de parler de ça malgré que la performance soit belle pour eux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ça va être de parler du dernier arrivé en termes de classement général sur cette épreuve de 1966. Et le dernier arrivé, c'est une voiture anglaise pilotée par des voitures françaises, c'est la Mini Marcos. Donc la Mini Marcos c'est quoi ? C'est une mini break au départ, un minivan qui était une épave en fait, et où dessus on a greffé une carrosserie beaucoup plus aérodynamique, on a greffé un moteur 1275 Cooper légèrement préparé qui lui permettait d'atteindre une puissance autour de 100 chevaux. Et donc ce véhicule, sur une base de Mini, donc toute petite, on parle d'une voiture vraiment de base, c'est comme si aujourd'hui vous cherchiez à faire les 24 heures du Mans avec une Clio face à des voitures prototypes de grands constructeurs. Évidemment il y a un gouffre en termes de performance. Malgré tout, et malgré des moyens limités, ils ont réussi à terminer cette épreuve des 24 heures du Mans à la limite du chrono possible. Donc ça rajoute à l'histoire. Il y a beaucoup de véhicules qui ont abandonné en 1966, Il y a beaucoup de Ferrari qui ont abandonné, il y a beaucoup de Porsche, il y a quelques Ford GT40 qui ont abandonné, et puis quelques autres marques un peu moins prestigieuses, pas forcément moins prestigieuses, mais moins connues de cette année 66, comme Lotus. Et donc cette Mini Marcos arrivait à prendre 200 km/h grand max en vitesse de pointe, alors que les autres Ford et Ferrari et Porsche allaient bien au-delà des 250 km/h et avaient des voitures quasiment 2 fois plus lourdes que cette Mini. Celle-ci était en dessous des 500 kg, très largement en dessous des 500 kg en ordre de marche, donc mini voiture, mais malgré tout elle a réussi à tenir son rang et à être tout à fait respectable et respectée en faisant cette course au terme des 24 heures. Certainement pas négligé avec la numéro 64, on aura également un 1000 avec la numéro 35, John Humphrey et Aliaric avec la JS 3.
Avec le plateau 5 qui vient de démarrer ici, le plateau 5 qui était pour la course Le Mans 2023 classique, le plateau qui réunissait les voitures de la fin des années 60 au début des années 70. J'ai choisi un modèle, le modèle en question c'est la Porsche 917. La Porsche 917, donc c'est une voiture qui a remporté entre autres les 24 heures du Mans en 1970 et 1971. La Porsche 917 c'est l'une des voitures de course les plus mythiques de tous les temps. C'est une voiture qui a remporté évidemment les 24 heures du Mans, mais qui a aussi remporté d'autres courses sur tous les continents. Cette voiture, elle était dotée de différents moteurs. On a eu des moteurs, alors c'était à chaque fois des 12 cylindres en V à plat, donc très très écartés, avec des cylindrées allant de 4,5 litres à 4,9 litres, voire 5,4 litres. Et ils ont même expérimenté un V16 à plat, donc avant la Bugatti Veyron, qui faisait jusqu'à plus de quasiment 900 chevaux. En tout cas, sur les voitures des 24 heures du Mans, on avait une puissance autour des 600 chevaux et on avait deux carrosseries disponibles. On avait les versions à longue queue et les versions queue courte, on peut dire comme ça, donc avec la partie arrière modifiée. Le principal grief de cette voiture qui a été pensée par les ingénieurs de manière très rapide en termes de conception, le principal grief, c'était pas la puissance, c'était pas les accélérations. Le problème était la stabilité de la voiture. Ils ont toujours eu un peu de mal de ce côté-là. Par contre, ils ont réussi, malgré tout, grâce à leur haute puissance et à leur haute performance, à gagner un certain nombre d'épreuves. Mais la voiture malgré tout faisait peur de par le très gros moteur, la grosse puissance et en plus de ça la position de conduite qui était très particulière. On avait les genoux en avant des roues avant, elle était devant la crémaillère, donc évidemment si on avait le moindre choc, c'était les jambes qui arrêtaient la voiture, donc autant dire que ça arrêtait pas grand chose. Bon, il n'y a pas eu de malheur particulier avec cette voiture, elle a eu quelques crashs mais sans gravité. Donc c'est pour ça aussi qu'elle entre dans la légende, c'est parce qu'elle était très difficile à conduire, donc esthétiquement très jolie. C'est aussi dans les distinctions au-delà du palmarès important qu'elle a obtenu en endurance. Elle a été aussi élue, alors ça vaut ce que ça vaut, mais sportive, voiture de sport du XXe siècle, donc c'est un titre qui est pas neutre. Et elle a un certain palmarès également au cinéma, c'est pour ça aussi qu'elle est très très connue, entre autres avec ses couleurs de l'entreprise pétrolière Gulf. C'est une entreprise américaine, donc les fameuses couleurs associées souvent à Porsche, le bleu clair avec l'orange. Enfin, en tout cas, tout ça fait rentrer la Porsche 917 dans le mythe des plus grandes voitures de compétition de tous les temps. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur la chaîne. Classique Endurance Racing 2, le duo Guéna-Sebama, avec une certaine animosité, je pense, ce week-end. En tout cas, on se bat réellement, comme tous les week-ends d'ailleurs. Et c'est Maxime Guéna qui va donner le ton au départ de cette épreuve. Le passage de la Mirage. T286 for Gaynor, but if you saw the screen, you'll see that Chris McAllister is suite au crash de la Mirage M6, Chris McAllister, il y a
Pour le plateau 6, qui regroupe les autos des années 70 au début des années 80, je voulais parler de la Matra MS 670 qui a remporté 3 fois l'épreuve des 24 heures du Mans avec Pescarolo entre autres. Mais cette voiture, malheureusement, n'étant pas engagée sur le Mans Classique 2023, j'ai décidé de ne pas en parler cette fois-ci, peut-être une autre fois. On verra. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre voiture qui a également une histoire un peu étrange, un peu comme beaucoup de voitures sur lesquelles j'ai parlé précédemment. C'est la BMW M1. La BMW M1, donc c'est une sortie au milieu des années 70. C'est l'une des premières voitures de BMW Motorsport. Il faut savoir qu'avant le début des années 70, BMW, je ne vais pas dire rien du tout, mais c'est des berlines luxueuses, rapides, mais c'est pas des voitures de sport. C'est à des années-lumière de Porsche, de Mercedes. En tout cas en Allemagne et ailleurs, c'est inférieur. Et pour les JO de Munich 1972, BMW avait décidé de se muscler un peu et donc a créé entre autres la firme Motorsport, la BMW Turbo et la BMW 2002 Turbo. Donc toutes ces voitures ont été lancées plus ou moins à la même période avec des succès plutôt intéressants malgré le choc pétrolier qui est intervenu. Et parallèlement, ou à la suite, BMW a décidé de lancer vraiment une voiture hyper sportive pour vraiment concurrencer les Porsche et les Ferrari, et ce sera le projet de la BMW M1. Sauf que la crise pétrolière étant passée par là entre-temps, le début de la conception a été un petit peu ralenti et du coup BMW ne savait pas s'il fallait mettre autant de moyens ou pas dans la fabrication et la conception dans cette voiture. Donc il a ralenti un petit peu, il a été voir en Italie pour essayer de faire fabriquer cette voiture. La voiture a traversé pas mal d'usines et en plus de ça, entre-temps, BMW s'est confronté à un problème, c'est des problématiques d'homologation. Donc en compétition, il y a toujours eu différentes catégories et en plus les catégories évoluent au fil des années, mais à ce moment-là, on avait des catégories de compétition, de voitures, des voitures de tourisme très haut de gamme qui était le groupe 5 et la catégorie inférieure était le groupe 4. BMW pensait pouvoir homologuer sa voiture en groupe 5, mais au moment où ils ont voulu lancer l'épreuve, elle ne pouvait être homologuée uniquement en groupe 4 puisque la voiture n'était pas produite sur route et le groupe 4 imposait 400 voitures, donc ça a refoutu le bordel là-dedans et du coup ils ont été obligés à nouveau d'étudier des nouvelles conceptions. Ils n'ont pas pu faire un V12, du coup ils sont revenus sur leur 6 cylindres en ligne dérivé de la 3 litres CSL qui était l'ancien modèle BMW, on va dire coupé sport. Et avec ça, ils ont monté une sauce, mais du coup, ils étaient toujours un petit peu embêtés. Donc, ils ont décidé de monter un championnat un peu en bisbille avec la fédération comment on appelle ça, l'ancienne FIA, donc la fédération de Formule 1, de Formula One. Voilà, je cherchais mes mots. Et donc, ils ont réussi à faire un business, à faire comme un championnat d'ouverture des Grands Prix de Formule 1 avec des BMW M1. Donc, ils ont réussi à survivre avec ça pendant quelques années. Puisque au début des années 80, ils ont réussi enfin à lancer leur BMW M1 sur les championnats d'endurance. Malheureusement, la voiture n'était plus adaptée à la compétition au groupe C, donc elle a toujours roulé en groupe 4, donc des groupes un petit peu inférieurs, donc pas prétendre à la grosse victoire de classe. Par contre, elle a malgré tout remporté les 24 heures du Mans en 84, mais dans leur catégorie, c'est-à-dire des catégories inférieures. Et elle a malgré tout obtenu pas mal de succès sur diverses compétitions. Plus qu'aux 24 heures du Mans, elle a gagné par exemple les 1000 km de Nürburgring, donc elle a malgré tout une riche carrière. Elle a eu une belle image, c'est une très belle voiture d'un point de vue esthétique, c'est un très beau moteur, c'est le 6 cylindres en ligne BMW bien connu, donc grosse carrière pour cette voiture. Pareil, on pourra peut-être faire également un sujet un peu plus complet sur celle-ci pour détailler, puisque c'est riche en aventures et en explications, la BMW M1.
avec la Lola T290. La dernière catégorie à concourir pour cette journée du Mans Classique 2023, c'est une catégorie un peu mixte qui s'appelle Endurance Racing Legend. C'est une catégorie qui regroupe essentiellement des véhicules de la deuxième moitié des années 90 jusqu'à fin des années 2000-2010. Et cette catégorie est marquée par un plateau assez varié avec beaucoup de voitures de beaucoup de catégories. De par le fait, je pense que il y a eu peu de gros constructeurs qui se sont présentés au même moment dans cette période-là. C'était un peu la perte de vitesse de ces épreuves d'endurance et de voitures type barquette. Ferrari était essentiellement concentré sur la Formule 1. Malgré tout, ils engageaient des voitures, mais semi-privées. Ils ont engagé, on en voit dans ce tour les 550 Maranello Pro Drive. Il y a eu les 333 SP. Mais ça, c'était des voitures plutôt réservées à des clients et c'était des voitures non officielles. On avait aussi des M3 GT. Après, on a eu pas mal de voitures, de second plan, entre guillemets. Pas de gros constructeurs, donc pas de gros moyens. Panos est venu, Dallara est venu, Lola est toujours là, Saline, etc. Et les gros constructeurs ont eu du mal à travailler sur cette période
puisque malgré de gros moyens, la Toyota GT1 c'est une déception, la Porsche GT1, la 911 GT1 très connue, également une déception. Le seul qui a tiré, il y a deux constructeurs qui ont tiré profit de cette période-là, et c'est d'ailleurs plutôt dans les années 2000, c'est Audi avec son V12 TDI et c'est Peugeot avec sa 908 HDI. Malheureusement, ces deux voitures ne sont pas présentes sur cette édition des 24 heures du Mans 2023. Je pense que c'est un problème de carburant, d'approvisionnement de carburant, enfin j'imagine. Du coup, j'aurais bien aimé parler surtout de l'Audi V12 TDI parce que c'était le truc de fou. C'est la première fois que Diesel gagnait les 24 heures du Mans, et donc au milieu des années 2000, ils ont gagné. Et comme ces deux voitures-là ne sont pas présentes, on va parler du véhicule qui a su concurrencer malgré de maigres moyens l'Audi TDI. C'est la Pescarolo C60. Donc la Pescarolo C60, au départ c'est une Courage. Courage, c'est une marque créée par Yves Courage, qui est un pilote automobile. C'est pas le plus grand pilote automobile, c'est un pilote français. Et au début des années 80, il lance une marque qui s'appelle Courage, et il a fait beaucoup de prototypes, de sport prototypes, surtout dans les années 80. Et Pescarolo s'est associé à lui. Pescarolo a toujours gravité autour des 24 heures du Mans. Il avait gagné les 24 heures du Mans au début des années 70. Il avait gagné les 24 heures du Mans au début des années 70 sur Matra. Et du coup après en directeur de course, en directeur d'écurie, etc., il a toujours gravité autour. Il a toujours aujourd'hui le record de vitesse de pointe avec 407 km/h avec une WM. Mais d'ailleurs c'est officiellement 405 pour Peugeot, mais bon, ça viendra, on parlera certainement de ça. La 405 va être sortie en 88, il fallait faire un coup de com', donc ils ont dit 405, mais réellement c'est 407 km/h pour cette voiture. Et donc revenons à notre Courage C60, donc Pescarolo ayant mis sa patte dans cette Courage, Courage C60, ça s'est plutôt appelé Pescarolo C60. Alors le C veut dire courage malgré tout. Donc c'est une voiture semi-privée avec pas du tout les mêmes moyens colossaux qu'a mis Audi pour développer son V12 TDI et de développer sa voiture. Ils ont récupéré une mécanique, un V10 de chez Jude, qui est un constructeur hollandais de moteurs et aussi de véhicules prototypes. Et avec cette voiture-là, avec un châssis bien étudié au départ par Courage et amélioré par Pescarolo, ils ont réussi à faire deuxième aux 24 heures du Mans en 2005 derrière Audi, donc très très belle performance. Ils ont également gagné certaines courses d'endurance dans d'autres pays. Ils ont gagné je crois les 24 heures de Spa. Ils ont dû gagner des courses de 12 heures. Donc ils ont vraiment eu de très très bonnes performances avec cette voiture, eu égard des moyens mis. Il n'y a pas de gros constructeur qui les suit derrière pour financer, donc ça permet de rendre hommage à Pescarolo, qui a eu une carrière de minimum 50 ans sur ces 24 heures. Il était encore là aux 24 heures 2023 pour voir et présenter un petit peu sa Courage C60. Donc c'était le moment de parler de cette voiture, de cette marque, de cette écurie et de cet ensemble Courage, donc Yves Courage et puis Henri Pescarolo.
20e position, le podium en 1995 de McLaren F1 GTR, une gagnante du troisième. On the road également de retour, mais avec un petit peu moins de réussite. L'année suivante, c'est Olivier Couillard qui avait rejoint l'équipe cette année. Pour l'instant, on est très très rapide. Second place, but by screaming, well, I'm observing, what should I say, screaming up towards the line where Allez, 4 minutes 10, ne cache pas, c'est génial de pouvoir retrouver encore une fois toutes ces voitures. On les extrêmement aussi la ligne des ailerons arrière, des portes GT2, l'émotion. Que l'on a vécu à l'occasion de l'Euro du centenaire avec Ferrari a été corsé, mais effectivement Ferrari et cette Ferrari 333 SP qui était plus une voiture de compétition client. Et
on en a ici avec un C60, d'autres voitures qui ont marqué la grande différence. 45. Et Yannick Dalmas, tout nouveau. Vouloir accélérer la cadence et passer devant la courage symboliquement dans le dernier tour sans se poser la question. It is now the last lap of the race with the Pescarolo 23 driven by Emmanuel Collard in the race lead by 34 seconds. Then we get 34, the Courage, which took the second place. Voilà, c'est sur ces quelques images qu'on va se quitter pour cette présentation, cette analyse, ces histoires, ces anecdotes sur les 24 heures du Mans sur différentes années. C'était le prétexte en même temps de montrer quelques images du Mans classique. Évidemment, ce n'est pas des images télévisées, c'est des images personnelles. Mais malgré tout, on a quand même la capture du son et ça me paraît aussi au moins autant essentiel que l'image. Voilà, donc j'espère que ces vidéos historiques, cette vidéo historique et ces histoires vous auront plu. J'essaierai de renouveler l'opération histoire afin de diversifier un petit peu la chaîne, et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à partager et à apprendre. Donc voilà, sur ces quelques images sympathiques de la fin des 24 heures du Mans classique, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.